À suivre dans Vox Pop, quand les businessmen du cannabis ont pignon sur rue et Christian Benlakdar, auteur d'un rapport en faveur de la légalisation. Les milliards du cannabis, c'est le dossier de Vox Pop. Nous ouvrons cette semaine un dossier polémique qui fait à la fois pleurer et rire, le cannabis. La prohibition est un échec. Alors de nombreux responsables politiques se disent qu'il est peut-être temps d'une légalisation du cannabis. Cela permettrait de limiter la délinquance et le trafic, mais aussi de rapporter des milliards d'euros aux États à travers les taxes perçues. Pour ouvrir ce débat, notre partenaire News Republic vous a posé une question. Pensez-vous que la légalisation du cannabis favoriserait l'économie de votre pays? Vous avez été plus de 5000 Européens à répondre oui, à 64%. Et les États européens ne sont pas tous d'accord entre eux. C'est ce qu'on va voir maintenant avec nos correspondants. La vente de cannabis aux Pays-Bas rapporte 400 millions d'euros de taxes à l'État, alors que le nombre de coffee shops, 660 dans tout le pays, 150 à Amsterdam, ne cesse de diminuer. Avec ce paradoxe, ils sont autorisés à vendre du cannabis, alors que ni sa culture ni son importation ne sont autorisés. Contre cette schizophrénie, l'Association des maires a demandé cet été au gouvernement d'encadrer la culture du cannabis afin d'éviter les trafics. Soutenue par le Parti social libéral, la culture pourrait être légalisée cette année par le Parlement, empêchant du même coup que les 340 tonnes produites aujourd'hui illégalement ne partent à l'étranger. 15 ans après avoir dépénalisé la possession et l'usage de toutes les drogues, le Portugal n'est pas devenu un narco-État. Au contraire, l'usage de stupéfiants a reculé. Si le cannabis est la drogue la plus consommée dans le pays, moins de 10% des Portugais assurent en avoir fumé dans leur vie. Et moins de 3% de la population assurent en fumer régulièrement, l'un des taux les plus bas d'Europe, loin derrière la France, l'Angleterre ou l'Allemagne. Cette faible prévalence n'a toutefois pas enrayé le trafic. 34 tonnes ont été saisies en 2014, principalement en provenance du Maroc et à destination de l'Europe de l'Ouest. Et si on arrêtait d'acheter illégalement du cannabis en dehors de l'Europe? Si on arrêtait d'entretenir cette mafia? Si on produisait en Europe, en Italie, en Espagne, en France, quelles seraient les conséquences sur ces zones abandonnées, sur ces zones désertifiées? C'est ce qu'on va voir maintenant avec des militants de cette cause qui agissent pour certains en toute illégalité. On va où, Cachou? Bien là, je vais vous faire rencontrer un cultivateur de cannabis, mais sous couvert d'anonymat évidemment, parce que les risques sont assez importants, puisqu'on risque 30 ans de prison et voire la perpétuité quand on est en bande organisée. Donc discrétion, discrétion. D'accord. L'objet du délit. Et ça, c'est notre producteur qui est là, c'est ça? Voilà. Charles. Une belle tête parmi des têtes. Bonjour. Cachou, il y en a beaucoup des producteurs comme ça en France. On estime à environ 200 000 autoproducteurs, personnes qui produisent pour leur propre consommation et puis qui produisent peut-être aussi un petit peu plus pour leurs amis, comme Charles. C'est beaucoup de soins de s'occuper de ces plantes. Oui, c'est beaucoup de soins. Par exemple, il y a 2 jours, il a commencé à y avoir des chenilles. En quelques jours, elles peuvent me massacrer. Vous utilisez des insecticides alors? Oui, mais compatibles avec l'agriculture biologique. Vous êtes bio? Ah oui, bio 100%, et surtout pas de pesticides de synthèse. Bon, on va dans le basé, à l'ombre, hein? Dans le champ qu'on voit là, vous pouvez dire combien vous produisez? On travaille en réseau entre amis, on s'organise pour régler notre problème de consommation. Et voilà, si par exemple moi il fallait 1 kilo pour ma consommation, aujourd'hui on peut satisfaire ce problème pour une dizaine de personnes, pour une dizaine de kilos, et on n'a plus besoin d'être en contact avec les marchands et le crime organisé. Tant que ce ne sont pas eux qui viennent nous chercher et nous braquer.
Ça vous est arrivé, ça? Ça m'est arrivé, oui. Et puis ils arrivent donc de nuit, avec cagoule, habillés quasiment comme des unités spéciales de la police. Donc du coup, ils arrivent, on ne sait pas si on a affaire à la police ou au voleur. Ils me l'ont dit, on vient chercher l'impôt. Voilà, donc j'aimerais plutôt payer mon impôt à l'État qui m'assure ma liberté et ma sécurité en échange. Vous pensez que c'est bon pour un pays comme la France? Ça peut nous sortir certaines personnes de la pauvreté, par exemple? Bien sûr, on a le soleil, on a la terre, et puis surtout, on a de la main-d'œuvre. On a des gens qui veulent travailler là-dedans, qui le font déjà très très bien. Ceux qui sont déjà dans l'agriculture cannabique, mais même dans les cités, les gens qui sont les plus compétents et qui font un travail sérieux aussi, parce qu'il y en a, il n'y a pas que des voyous. Il y a des gens qu'il va falloir aussi intégrer, leur donner des licences. Ils savent ouvrir des boutiques de fringues, ils savent ouvrir des boutiques de vapoteuses, de téléphones mobiles, des kebabs, qui sauront très bien tenir des cannabistros. D'accord, pour l'instant, on n'a pas le droit d'utiliser ça, c'est interdit. Donc c'est un médicament aussi, tout ça. Merci Cachou. Ces plantations clandestines représentent 60% de la consommation de marijuana en Europe. Au total, entre herbe et cannabis, c'est un marché de 10 milliards d'euros. Alors, vous comprenez bien que dans l'hypothèse où la vente serait libre, certains s'organisent. C'est une enquête de Corentin Chrétien. Irún, au Pays basque espagnol, capitale européenne du cannabis, le temps d'un week-end. 180 exposants sont venus du monde entier présenter leurs dernières innovations. Thomas Duchesne est un businessman du cannabis. Il organise ce salon depuis 5 ans. Ici, on peut acheter de tout sauf le produit final. Par contre, on peut avoir accès aux graines, bien évidemment, aux fertilisants, tous les produits dont on a besoin pour la culture de la marijuana. Pour ceux qui aiment ce produit et qui leur fait du bien, oui, on est au paradis du cannabis. Du cannabis et du business. Depuis 20 ans, l'Espagne tolère la production et la consommation de marijuana pour l'usage personnel. Ces 5 dernières années, la production a été multipliée par 5. Le marché est évalué à 1,5 milliard d'euros. En tête de gondole, les graines, dont la vente est autorisée en Espagne depuis 2006. Ça, c'est notre dernière production. Ça fait 3 ans que c'est un best-seller. Pedro Cardoso dirige DNA, une entreprise américaine spécialisée dans les semences. Sponsor principal du salon cette année, les Californiens sont des poids lourds du secteur. Nous sommes une multinationale. Nous sommes basés en Hollande, aux États-Unis, au Canada, au Chili et dans quelques autres pays. Nous serons probablement en Australie l'année prochaine pour le marché asiatique. En gros, notre business model, c'est 1. La qualité, 2. La qualité et 3. La qualité. Un discours à l'américaine et les investissements qui vont avec. Sur les 700 points de vente de l'entreprise, les 2 tiers sont situés en Europe, avec un objectif clair, la conquête de l'Est. Tu veux ouvrir une boutique? Si tu veux, tu peux travailler directement avec DNA. Le marché espagnol est florissant. On vient souvent nous demander comment démarrer une entreprise. Une bulle est en train de se créer. Il y a beaucoup d'opportunités à venir et clairement, DNA compte bien être présente. Un marché concurrentiel. 300 banques de graines sont installées en Espagne. Des multinationales et quelques startups. Nous, on peut te faire tout ce que tu veux. Tous les types de graines. Ce Français a créé son entreprise en Catalogne, avec des amis espagnols et hollandais. Les Français qui veulent vraiment rentrer dans ce business-là, ils sont aux États-Unis, ils sont en Espagne, ils sont en Hollande, ils sont en Angleterre. On exporte le savoir français. Et il se vend bien. Après un an d'existence, son entreprise a déjà écoulé tout son stock de graines. Le cannabis business, c'est aujourd'hui le seul marché qui a une possibilité de croissance à 2 chiffres pour les 15 ou 20 prochaines années. Les entrepreneurs sont optimistes, mais lorsqu'on leur demande où les graines sont produites, c'est le secret des affaires. Non, on ne peut pas dire où on fait. On ne peut pas dire où on fait. Honnêtement, je ne peux pas vraiment parler de ce sujet, pour des raisons légales.
L'industrie des graines pèse des millions d'euros et pourtant elle est toujours dans une zone grise. Alors pour sortir de l'ambiguïté, les entreprises et les activistes financent leur propre lobby. Bernardo Soriano est leur porte-parole. Cet avocat prône une régulation du marché. Il milite pour que les entreprises du cannabis quittent le flou juridique, notamment pour la vente de graines. Les graines de cannabis viennent d'une plante de cannabis en floraison, avec des principes actifs, et donc c'est une plante illégale. La production de graines est aussi illégale. Sauf qu'une fois que ces graines sont extraites, on peut les vendre. C'est une partie de la plante qui n'est pas contrôlée. N'essayez pas de comprendre, ça n'a aucun sens. D'un côté, la Guardia Civile saisit la production industrielle de centaines de milliers de plants de cannabis chaque année, 18 tonnes en 2015. Mais de l'autre, l'État autorise la vente des graines qui en sont issues. Interdire la production de graines et en autoriser la vente, le responsable des drogues du gouvernement n'y voit aucune incohérence. Il est possible qu'il y ait des graines vendues dans les magasins qui proviennent de cultures illégales. Bien sûr que c'est possible. Mais ce n'est pas un sujet sur lequel nous travaillons directement. Donc aujourd'hui, je ne peux ni démentir, ni affirmer que les graines viennent d'un trafic illégal de cannabis. Moi, en tant que citoyen, je peux avoir une petite plante dans ma maison et fumer mes petites feuilles, sans qu'il n'y ait aucune poursuite juridique. Notre logique, c'est entre autres d'affaiblir le marché illégal de cannabis. Quant au marché légal, l'État en profite largement. Grenade, à quelques kilomètres du centre-ville, une zone industrielle. C'est là que nous retrouvons Thomas Duchesne. L'entrepreneur français a installé son entreprise dans cet entrepôt de 8000 m². Vaporisateurs, fertilisants ou serres d'intérieur, ici on trouve tout pour la culture du cannabis. Bonjour, comment ça va? Ça va, je travaille, comme d'hab. Ces 70 employés livrent plus de 9000 références dans une quarantaine de pays. Créée il y a 13 ans, l'entreprise est l'une des plus florissantes du secteur en Europe. On arrivera, c'est à la fin de l'année, à un chiffre d'affaires d'une vingtaine de millions d'euros, ce qui sera un très bon résultat pour nous cette année par rapport à l'année dernière. On est sur un mode de croissance de 20-25% pratiquement chaque année, donc voilà, on est vraiment chanceux. 20 millions d'euros, dont le tiers est issu de la vente de graines. Malgré leur provenance incertaine, elles n'échappent pas aux taxes. On paye rubis sur l'ongle nos impôts, donc on apporte des bénéfices dans la caisse de l'État, bien évidemment, tout en créant du travail. Donc au bout du compte, c'est une opération qui, je pense, est aussi gagnante pour l'État, bien sûr. C'est un peu l'équilibre qui a été trouvé, mis en place peut-être par les décisionnaires politiques. Je pense que ce serait plus simple de clarifier les choses, mais pour l'instant, on marche encore on surfe sur cette politique un peu hypocrite, oui. Aujourd'hui, le lobby du cannabis veut aller plus loin, avec un argument économique. L'État espagnol pourrait gagner plus d'1 milliard d'euros en légalisant complètement la marijuana. Un mauvais calcul, selon le gouvernement. Pourquoi nous voudrions une recette d'1 milliard d'euros avec des coûts prévisionnels de 10 milliards d'euros concernant la santé, le traitement de l'addiction, des problèmes sociaux et d'autres questions? C'est clairement l'une des impostures à travers lesquelles on essaye de faire accepter ce marché à la population. Malgré la résistance de tous les États européens, le cannabis pousse de plus en plus sur le continent, illégalement. L'Europe produit aujourd'hui 60% de l'herbe consommée sur son territoire. Bon, vous l'avez compris, la drogue, c'est une question d'argent. Qu'elle soit légale ou interdite d'ailleurs, il y en a toujours qui se débrouilleront. Mais dans le cas d'une légalisation, l'avantage, c'est que l'État peut percevoir des taxes. Ici, à l'Université de Lille, j'ai rendez-vous avec un professeur d'économie. Christian Benlaktar s'intéresse depuis longtemps à cette question. Avec le think tank Terra Nova, il participe à des études qui analysent les conséquences sociales et économiques de l'arrêt de la prohibition et d'une légalisation du cannabis.
Et vous pensez qu'il faut changer les choses au niveau des lois sur les drogues en France, c'est ça? Sur les drogues. Pourquoi vous êtes un usager? Absolument pas. Non, absolument pas. Pourquoi il faut légaliser pour vous? Parce que c'est un problème de santé publique. Oui, donc il faut interdire. Ah non, le modèle d'interdiction, ça fait 30-40 ans qu'on l'exerce. Et l'épidémie de cannabis en particulier n'arrête pas de croître. Donc ce problème de santé publique n'a pas été réglé par la prohibition. Il faut changer de modèle. Et ça augmente. Quels sont les derniers chiffres? Entre 2010 et 2014, on a gagné 17% d'usagers quotidiens. On est passé à 700 000. 700 000 Français qui consomment tous les jours. Tous les jours du cannabis. D'accord. En Europe, les choses bougent, dans le monde aussi. Quelques États légalisés, le Canada annonce qu'il va le faire. Quel pays en Europe est, à votre avis, un modèle aujourd'hui? Alors, un modèle intéressant, c'est le Portugal, finalement, qui a dépénalisé la possession et l'usage de toute drogue. Oui, toutes les drogues. Alors, sous certaines conditions, évidemment, que les quantités détenues soient petites et que, dans le cas inverse, eh bien, l'individu soit conduit plutôt vers le versant sanitaire, voir s'il est dépendant, voir s'il a des problèmes liés à sa consommation de drogue, mais absolument pas vers le tribunal et la prison. L'attitude du Portugal me semble la bonne, l'attitude d'une légalisation totale me semble aussi la bonne. J'attends de voir le modèle canadien qui va émerger. Le modèle américain de certains États américains est intéressant, mais va peut-être trop loin à mon sens. Alors il va dans le sens d'une étude de Terra Nova de 2014, à laquelle vous avez participé, de libéralisation totale du marché. C'est à l'américaine. On légalise. Pourquoi? Parce que ça va rapporter de l'argent à l'État. Et donc, il y a concurrence, le prix baisse et justement, la consommation augmente. Pour vous, c'est une bonne façon de voir les choses? Non, c'est pas tout à fait ça. Il faut le lire sur l'État reprend, via une légalisation, la main sur le prix du cannabis. Et à travers le prix, on comprend toutes les régulations possibles, inimaginables sur la publicité, l'interdiction de vente aux mineurs, etc. Alors oui, dans un premier temps, il faudrait faire concurrence au marché criminel, donc avoir un prix compétitif par rapport à eux, si on veut les assécher. Mais dans un second temps, au début, on baisse bien sûr, sinon l'autorité, c'est ça? Oui, mais comme ça, les consommateurs ne seront plus incités à aller sur le marché noir, mais plutôt à se diriger vers le marché légal. Une fois que ce marché criminel est asséché, eh bien, on réaugmente, on impose des taxes et on essaye de contrôler ces prévalences qui n'arrêtent pas d'augmenter depuis 40 ans. Parce que dans votre étude, il montre que si on baisse le prix, on augmente la consommation. On augmente la consommation. Qui reste dangereux. Absolument, mais on génère des recettes fiscales permettant des politiques de prévention de l'usage de cannabis, voire de réduction des risques, chose qui n'est absolument pas faite en France à l'heure actuelle. En France, on dépense à peu près 500 millions d'euros pour la lutte contre la toxicomanie, contre le trafic. Chaque arrestation coûte 3 000 euros. À peu près. Donc on est à 300 millions d'euros pour l'arrestation de 100 000 personnes. En simple usage de cannabis. Simple usage de cannabis. Absolument. Donc c'est du gaspillage de ressources publiques. Voilà, ça c'est votre logique. Voilà. Alors, poursuivons cette logique économique. Poursuivons cette logique. Légalisons. Le marché, ça sèche. Je ne suis pas naïf, il restera une frange criminelle, certainement. Les ressources policières seront certainement plus efficaces sur une infime partie du marché plutôt que sur le marché entier. Donc, on redonne de l'efficacité à nos forces de police et peut-être que ces forces de police, on leur dégage du temps pour la cocaïne, le terrorisme ou autre chose. Ensuite, il y a cette notion importante, je parle à l'économiste, c'est que l'État taxe en fait, et récupère de l'argent, de la TVA, par exemple. Et ça, vous l'avez chiffré à combien? On l'avait chiffré entre 1 et 1,4 milliard d'euros annuels. De rentrée fiscale. D'accord, les conséquences sont importantes là du coup. Un quartier qui vit là-dessus, des familles qui vivent là-dessus. C'est l'argument, c'est un des arguments qui a été avancé par les détracteurs de légalisation. Mais de quoi vont vivre nos quartiers? Je trouve cet argument complètement fallacieux, parce qu'il signifie laissons-les dans l'illégalité, laissons-les sous la menace de la pression policière pour qu'ils génèrent de quoi survivre. Je trouve cet argument
argument fou dans un État républicain comme le nôtre. Alors au contraire, légalisons, rentrons de la fiscalité, des recettes fiscales, et utilisons ces recettes fiscales pour essayer de redynamiser dans la sphère légale ces populations qui vivent du cannabis. Conséquent, peut-être bénéfique pour les quartiers, mais aussi pour les zones rurales. C'est ce qu'on a vu également. Ça peut être quelque chose. Vous avez quantifié ce que ça pouvait apporter? Alors non, ça n'a pas été quantifié. On ne va pas raconter de bêtises. C'est quand même plutôt difficile à dire, aussi bien pour le secteur agricole qu'en termes d'emploi. On ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on a observé avec Terra Nova récemment, c'est qu'on avait légalisé en France un comportement potentiellement fortement addictif. C'est passé comme une lettre à la poste. En 2010, on a légalisé les jeux d'argent et de hasard en ligne. Ça vous a inspiré pour votre nouvelle étude? Absolument. Concrètement, c'est une autorité qui délivre des licences, des agréments à qui veut ouvrir un cannabis pro ou ouvrir un cannabis social club ou cultiver quelques plants autorisés chez lui. C'est aussi une autorité qui pourrait poser des chartes sur la qualité, sur la réduction des risques, sur les messages de prévention à délivrer auprès des consommateurs. Donc, cette autorité indépendante administrative aurait les moyens de mettre en place des politiques préventives, des politiques de réduction des risques qui contrebalanceraient l'augmentation des prévalences. L'important, c'est de diminuer les usagers quotidiens. C'est chez eux que se concentrent les problèmes socio-sanitaires. L'usage occasionnel peut créer quelques problèmes, je l'accorde, mais pas tant que ça. Oui, et le produit aujourd'hui a beaucoup évolué. Le pétard de ma jeunesse, est devenu, au niveau du THC, le principe actif de beaucoup plus élevé, voire même dangereux. La concurrence sur le produit fait qu'on va avoir encore plus. Les industries vont investir pour avoir le plus fort produit. On est dans un système, à l'heure actuelle, où les jeunes s'intoxiquent massivement. La légalisation ne pourra pas faire pire. Elle pourra certainement faire mieux. D'accord. Christian Ben-Bernard, merci encore. Merci. Merci beaucoup. Aucune société humaine n'a jamais fonctionné sans drogue ou alcool. C'est un fait historique. La prohibition a toujours été un échec. C'est un autre fait historique. Vox Pop s'est terminé à la télévision, mais la discussion continue sur Internet. Je vous embrasse, les 507 millions d'Européens et d'Européennes. Et aujourd'hui, j'embrasse particulièrement les jeunes. Sortez couverts et faites attention à ce que vous prenez. À bientôt.